Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis YAD à l'hôpital Pompidou et je viens vous présenter du coup un petit topo sur l'actualisation des savoirs en anesthésie et en chirurgie vasculaire plus particulièrement. C'est des choses qu'on a tous appris, qu'on a tous vues, et en fait à la base j'avais été conviée au congrès des infirmiers en chirurgie vasculaire pour qu'on leur présente nous ce qu'on faisait de notre côté anesthésie, et donc c'est pour ça qu'après on m'a proposé de faire un petit topo pour vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses qu'on sait et je vais présenter des choses à la fin que moi j'ai découvertes aussi lors de ce congrès de chirurgie vasculaire. Je m'entends en écho, je ne sais pas si c'est normal. Une brève présentation de Pompidou, donc, qui est centre de référence pour les maladies aortiques en chirurgie vasculaire et cardiaque. On a environ 600 CEC par an et 900 chirurgies vasculaires par an environ. Et on a une structure qui est dédiée qui s'appelle SOS Aorte pour les prises en charge des urgences aortiques en Île-de-France. Donc très scolairement, je vais vous parler de tout ce qui est particularité liée aux patients de vasculaire, l'anesthésie, la chirurgie. Et pour conclure, je vous présenterai un peu les innovations que j'ai découvertes à ce congrès de chirurgie vasculaire. Donc à Pompidou, comme je vous disais, on a environ 70 à 80 opérations par mois, des patients qui sont majoritairement ASA 2, 3, voire 4, et parfois dans le contexte de l'urgence. Des patients qui sont âgés, des patients qui sont polyvasculaires, donc hypertendus, qui ont du diabète, de l'hypercholestérolémie, des problèmes respiratoires. Avec le diabète est associé le risque infectieux et des douleurs qui sont chroniques souvent sur ce genre de patients, donc ça modifie notre prise en charge pour le péropératoire et le post-opératoire. Donc pour le préopératoire, donc la consultation d'anesthésie, il y a plusieurs points spécifiques à rechercher. Donc on va regarder on va rechercher d'éventuelles coagulopathies. Pour la petite anecdote qui a fait sourire tout le monde, les allergies et notamment aux poissons, parce que la protamine qui est issue du sperme du saumon du coup provoque des allergies. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote spécifique. Des affections respiratoires comme les patients qui sont asthmatiques ou BPCO, qui vont nécessiter une prise en charge avant l'opération pour optimiser avec des bronchodilatateurs ou d'antibiothérapie pour qu'ils soient optimisés pour des chirurgies qui sont quand même assez lourdes. On préconise aussi l'arrêt du tabac 2 à 3 semaines sur ces patients-là pour majorer les effets bénéfiques. Une évaluation aussi neurochirurgicale pour voir s'il y a des antécédents d'AVC ou d'AIT sur ce type de patients. Et pour les patients qui sont diabétiques, comme on l'a vu avant, donc on recherche les complications artérielles et tout ce qui va avec. On voit les traitements à poursuivre. Après, c'est les basiques de la consultation d'anesthésie, les traitements à poursuivre, les traitements à arrêter. On évalue du coup le risque chirurgical, ça c'est en lien avec les chirurgiens, selon la chirurgie qui est programmée, quand ça peut être programmé. La classification pour l'insuffisance cardiaque, donc la classification NIA. La capacité fonctionnelle du patient, les stades d'AOMI pour les patients concernés, et au niveau des examens complémentaires, tout ce qui va être bilan biologique ou optimisation en vue au niveau transfusionnel. Alors, lié à l'anesthésie, ça je vous apprends rien, c'est ce qu'on fait au quotidien. Le monitorage standard, le monitorage plus spécifique avec certains équipements selon ce que va nécessiter la chirurgie ou le patient. Et au niveau des protocoles d'anesthésie, tout peut se faire. Nous, juste à savoir, à Pompidou, on a privilégié un protocole avec de l'évoque Rémi Propofol. On évite la kétamine, mais ça se discute avec le MAR, et on évite les benzodiazépines pour faciliter l'évaluation neurologique au réveil. Et la stratégie d'épargne sanguine, comme j'en parlais avant, on optimise avec du fer inject nos patients quand c'est programmé. Voilà. Ça, ce sont les recommandations de l'ASFA pour les antibiotiques. Je vais vous présenter un peu plus particulièrement pour chaque type de chirurgie en vasculaire les spécificités. Donc pour la chirurgie carotidienne, nous à Pompidou, on fait que de l'AG. C'est une préférence de nos chirurgiens, mais c'est quand il y aura un renouveau, on va dire, de nos chirurgiens, sûrement qu'on se mettra à faire de l'ALR.
Là, j'ai du coup ces avantages, c'est que c'est un meilleur confort pour le patient et pour le chirurgien. Ça nous permet de mieux contrôler les voies aériennes supérieures, de diminuer la consommation cérébrale en oxygène pendant l'opération. Et ça, par contre, au niveau cérébral et neurologique, l'évaluation est plus compliquée, puisque si on n'a pas d'EEG, voilà, c'est plus complexe. Et là, on peut faire de l'ALR et de l'anesthésie locale, qui, elle, permet du coup une meilleure surveillance neurologique, une meilleure stabilité, mais s'il y a des complications, ça complique la gestion des voies aériennes. Voilà. Je vous ai mis un petit tableau que j'avais trouvé dans un précis d'anesthésie cardiaque, que j'ai trouvé très sympa. Ça présente en fait les avantages et les inconvénients de chaque type de surveillance neurologique. Donc, que ce soit le G, le BIS par exemple, qu'on a tous, je pense, qui est simple et continu, et qui par contre ne permet pas de différencier le côté. Et contrairement au NIRS, ça je ne sais pas si on l'a tous. Voilà, le NIRS, lui, par contre, est plus fin. Il permet de voir vraiment de chaque côté et l'oxygénation de chaque côté. Voilà, donc j'ai trouvé ce tableau très, très appréciable. Au niveau des complications donc, sur ce type d'intervention, il y a des complications hémodynamiques. Au clampage, donc, ça stimule le glomus carotidien, c'est des choses qu'on sait tous, qui provoquent du coup une hypertension. Ça peut provoquer aussi une hypotension et ou une bradycardie associée, et une ischémie myocardique secondaire. C'est pour ça que chez nous, en tout cas, on n'a majoritairement que des cathéters artériels sur nos patients. Je ne sais pas si vous faites pareil ou pas. Et voilà, je vous ai remis les complications neurologiques de ce type de chirurgie, donc qui sont à titre embolique, ischémique, avec aussi l'ischémie-reperfusion et le risque hémorragique. Pour protéger au niveau cérébral, donc, on recommande de maintenir une pression artérielle qui est haute, supérieure à 20% de la tension de base pendant le clampage, sachant qu'on a une tolérance sur cette hypertension qui est provoquée, et on titre si besoin pour la faire diminuer, si vraiment c'est ingérable. Et en post-opératoire, à l'inverse, on tolère aussi 20% de base, mais il faut quand même que ce soit toujours dans les normes pour éviter l'ischémie-reperfusion. Concernant la chirurgie aortique à ciel ouvert, donc il y a 3 temps principaux. Il y a le syndrome de traction mésentérique, qui lui provoque une hypotension, une tachycardie, une augmentation du débit cardiaque et un érythème cutané. Et ça, c'est lié à la libération de prostaglandine au moment où les chirurgiens s'exposent. On a tout le temps de clampage aortique, qui provoque une hypertension aussi. Alors, toutes les conséquences en fait, au moment du clampage sont majorées et par le niveau du clampage et par la durée du clampage et si le patient présente une cardiopathie sévère. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est d'éviter cette chute du débit cardiaque provoquée par l'augmentation des résistances et le clampage. Donc on surveille avec le remplissage qui soit adapté. On titre les antihypertenseurs. On peut mettre de l'anoradré à l'inverse si jamais c'est la cata. Et on limite les conséquences au maximum au moment du déclampage. Pour la chirurgie de l'aorte descendante, au moment du clampage, donc, on a une hypertension avec un risque de défaillance du ventricule gauche. Ça provoque une ischémie, une acidose et une vasoplégie en aval. Au déclampage, à l'inverse, il y a un fort risque d'hémorragie avec une fuite capillaire et une diminution du retour veineux. Et c'est ce type de chirurgie, donc au niveau de l'aorte descendante, c'est à voir avec le chirurgien s'il a besoin pour s'exposer. Le plus souvent, on a besoin donc, de mettre une sonde d'intubation sélective, c'est à voir avec eux pour l'exposition. Et elle présente un fort risque d'hypertension intracrânienne, donc on pose une DLE avant que le patient soit endormi. Donc une dérivation lombaire externe, qu'on va surveiller pendant toute l'opération. Le but, c'est qu'il n'y ait pas plus de 10 mm de pression. Et c'est une chirurgie qui peut se faire aussi sous CEC d'assistance. Alors, durant l'anesthésie, on monitor au niveau hémodynamique pour optimiser le remplissage, la tension du patient. Donc, on a le fameux cathéter artériel qui nous permet de surveiller la tension en continu. Et après, il y a divers outils qui peuvent nous aider pour le remplissage et la volodépendance. Donc le Doppler œsophagien, c'est celui qui est le moins coûteux.
Mais on a aussi le ClearSight ou l'hémosphère. Je ne sais pas si vous les avez dans vos établissements. On fait une surveillance biologique horaire, donc avec des gaz du sang, des lactates. On contrôle l'hémoglobine pour éviter l'anémie. On va aussi gérer l'analgésie post-opératoire qui va être très importante. On surveille la diurèse parce que selon le niveau de clampage, on peut avoir une oligoanurie ou une anurie qui sont induites. Et au niveau de la thromboprophylaxie, nous en tout cas notre protocole c'est de faire de l'hexacil en début d'intervention et après héparine, protamine et aspégique à la demande de l'opérateur. Alors, pour la chirurgie de l'aorte abdominale, donc, la priorité pour nous c'est de maintenir la plus grande stabilité péropératoire au niveau hémodynamique. Il y a un fort risque d'ischémie myocardique. Pareil, toujours une des fonctions du VG qui est fréquente due au clampage. Au niveau monitorage, toujours assez invasif avec le cathé artériel, le cathé central, la sonde vésicale. Et là, on a des objectifs de tension artérielle moyenne supérieure à 80 mm de mercure. Je vais vous parler plus en détail de l'endovasculaire aortique parce que c'est une chirurgie qui est en plein essor, on en fait de plus en plus. Elle a plusieurs atouts. Elle diminue les saignements, elle présente une meilleure stabilité hémodynamique pour le patient. Ça lui évite tout ce qui est thoracotomie, sternotomie, la ventilation unipulmonaire. Il n'y a pas de temps de clampage, pas forcément de CEC, mais on m'a dit que dans certains établissements, apparemment, ça se faisait parfois sous CEC. Et ça présente une grande diminution de la mortalité pour le patient. Par contre, il faut toujours un monitorage invasif parce que les fuites, en fait, les pertes sanguines insensibles sont très sous-estimées sur ce type de chirurgie. Et au niveau de la prothèse, plus elle a de fenêtres, plus il y a un risque d'endofuite sur cette prothèse. Et sur ce type de chirurgie, il y a aussi tout ce qui est risque d'AVC, d'ischémie médulaire et splanchnique. Les complications, donc il y a des complications au niveau cardiaque et hémodynamique, donc comme je l'ai dit auparavant, d'ischémie, d'AVC, des risques emboliques. Au niveau rénal, pareil, tout ce qui va être selon le niveau du clampage, surveiller les urines de façon horaire, et les états de choc, notamment choc hémorragique. Au niveau respiratoire, ça va avoir des conséquences sur la cinétique diaphragmatique et ça peut provoquer des atelectasies, donc c'est des patients qui souvent sont suivis en USIC après leur chirurgie. La chirurgie vasculaire périphérique, notamment les angioplasties, les endartérectomies, les pontages, ce sont des interventions longues, ça se fait souvent sous anesthésie générale, pour le patient c'est vraiment plus confortable. Il y a un syndrome d'ischémie-reperfusion à rechercher, l'époux périphérique à surveiller plus, et voilà, après tous les signes de l'ischémie-reperfusion. L'amputation, à savoir que c'est le diabète, c'est vraiment ce qui cause le plus d'amputation à l'hôpital. Et donc, bien penser à l'antibioprophylaxie quand on a des patients pour des amputations. Les abords de dialyse, c'est pour des patients qui sont insuffisants rénaux, donc ils ont des troubles ioniques et métaboliques, des troubles volémiques s'ils ont eu la dialyse récente, et un mauvais état veineux qui nous complique un peu l'affaire, mais c'est souvent nous qu'on appelle à la rescousse pour perfuser. On peut créer des fistules artério-veineuses sous anesthésie locale ou loco-régionale et qui ont pour complication tout ce qui est thrombose, hémorragie, infection et ischémie. Les cathéters canaux, les cathéters de dialyse péritonéale. Et en autre type de chirurgie, donc on a les événages qui sont... tout ce qui est varices, chez nous, ça se fait globalement sous... Alors, normalement, ça peut se faire sous rachianesthésie, mais chez nous, moins. Mais en tout cas, ça se fait en ambulatoire. Après, voilà, je ne sais pas ce qui se fait chez vous. Et tout ce qui est homo ou allogreffe pour revasculariser les zones. Voilà, et donc je vous présente les innovations que j'ai découvertes sur ce congrès de chirurgie vasculaire et que je vous invite à y participer parce que c'était vraiment très, très enrichissant. J'ai découvert qu'on pouvait faire de la lithotricie du coup, au niveau vasculaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'intervention. Il y a des chirurgies pour revasculariser les aortes et les membres inférieurs où ils font des constructions de double aorte. Donc, le patient vit avec après une double aorte.
Voilà, ils nous ont présenté des concepts innovants de réalité augmentée sur la chirurgie vasculaire où le chirurgien opère avec un casque de réalité augmentée. Je ne sais pas après si ça se fait dans d'autres spécialités, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment enrichissant parce qu'il avait son masque qui lui permettait de voir les images des examens avant et en même temps de savoir où intervenir sur la zone en temps réel. Après, il y avait une prise en charge de patients au bloc qui souffrent d'endofibrose. C'est une pathologie sur les sportifs notamment. C'est des endofibroses au niveau de la cuisse qui causent des grandes douleurs chez les sportifs. Et en fait, sur ce topo-là, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la cellio dans la cuisse. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas. Et ça leur permettait avec la cellio de libérer le greffon à prélever pour après pouvoir faire leur montage. Et pareil, en alternatif aux produits de contraste iodés, pour les angiographies, ils présentaient un dispositif qui permettait d'utiliser du CO2 en alternative du produit de contraste. Donc voilà, c'est pareil, c'est des choses que je ne sais pas si vous utilisez au quotidien ou pas. Et voilà, c'est les choses que j'ai découvertes sur ce congrès et qui montrent que la chirurgie vasculaire, en tout cas, c'est une chirurgie qui est en plein essor, qui continue d'évoluer au quotidien et j'ai trouvé ça intéressant de s'intéresser aussi à nous, dans notre prise en charge, par exemple l'utilisation du CO2, ça va avoir un impact sur le patient et de se tenir actualisé comme ça des choses qui se font maintenant. Donc en conclusion, la chirurgie vasculaire, elle présente un large panel d'interventions. Il y a des chirurgies qui sont majeures avec des morbimortalités élevées, des prises en charge qui sont lourdes, donc ça je ne vous apprends rien, hein, c'est notre quotidien. Le monitorage très important. Et par contre, la chirurgie endovasculaire qui commence à vraiment prendre de plus en plus son essor. Et c'est une chirurgie qui est en innovation constante, comme toutes les spécialités, mais voilà, celle-ci m'a vraiment passionnée. Merci pour votre attention.